Bonjour à toutes et à tous, Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe. On attend quelques minutes que tous nos intervenants se connectent et puis on va démarrer. Bonjour. Bonjour. On attend juste encore une petite minute pour que tous les gens se connectent et puis on va démarrer. Bonjour. Eh bien, je vous propose qu'on démarre. Petit à petit, les gens vont peut-être se connecter, mais je pense qu'on ne va pas trop attendre non plus. Donc, eh bien, vous m'entendez tous bien? C'est OK? Hop, je vois que quelqu'un d'autre se connecte. Tac, OK. Donc bonjour à toutes et à tous. Eh bien, merci pour votre présence ce matin à cette conférence table ronde qui est organisée par les 4 villages Baïséa bretons. On va passer 1 heure ensemble sur la thématique des transitions énergétiques avec des experts du domaine. Donc, réduire à zéro nos émissions de CO2 d'ici à 2050, c'est un défi cyclopéen. D'un côté, on a le développement exponentiel du solaire, de l'éolien, des batteries, et puis de l'autre, les défis industriels et environnementaux sans précédent. La transition énergétique, elle est possible que si les entreprises, les collectivités publiques et les ménages jouent le jeu. Et les entreprises que vous êtes peuvent considérer la transition énergétique par le seul prisme réglementaire. Mais l'enjeu de cette table ronde ce matin, c'est ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est démontrer que la transition énergétique peut être appréhendée comme une opportunité d'optimisation de votre performance économique. Alors, parce que moins consommer, c'est avoir un impact forcément carbone moindre, mais aussi baisser ses charges. Donc, on va parler de sobriété et d'efficacité énergétique. Et pour en parler, je vais vous présenter les invités de cette table ronde virtuelle. Et je vais commencer donc par Emmanuel Jean, qui est donc directeur Enedis Lab Innovation Smart Grid. Nous avons donc chez Enedis donc Éric Lelady, qui est chef d'agence efficacité énergétique chez GRDF Centre France. Bonjour. Nous avons bonjour. Nous avons Guillaume Cognier, donc qui est chef d'agence marketing stratégique et data chez GRDF Centre France aussi, qui doit être parmi nous. Bonjour. Bonjour. Nous avons Arnaud Legrand, qui est le fondateur dirigeant d'Energency, donc une entreprise basée à Rennes. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et puis enfin, Thomas Way, donc conseiller en transition énergétique au pôle transition énergétique breton à Crédit Agricole en Bretagne. Et puis, en fait, Thomas, on va commencer par toi. Tu es conseiller en transition énergétique, donc, comme je le disais, à Crédit Agricole en Bretagne. Tu côtoies tous les jours, en fait, des entreprises sur le territoire breton qui cherchent à optimiser leur consommation d'énergie. Peux-tu nous dire comment elles ont vécu l'inflation sur les coûts de l'énergie l'an passé et ce qu'elles ont mis en place concrètement depuis ce phénomène? Oui, bonjour à tous. Oui, ben, ben oui, plutôt mal. Crise énergétique, évidemment, ça a été un peu un électrochoc pour beaucoup d'entreprises. Un électrochoc, pourquoi? Parce que avant, la facture d'énergie était simplement vue comme un acte administratif, hein, payer une facture d'énergie, et c'est devenu une gestion de risque, en fait, depuis cette crise énergétique.
Certains ont pu passer entre les gouttes en ayant négocié des contrats avant la crise énergétique. Certains pensaient passer entre les gouttes et se sont aperçus qu'il y a des clauses dans leur contrat d'énergie qui ont fait que leur tarif a été revu. Hein, je pense à l'écrêtement ARENH. Et certains ont négocié au pire moment, ce qui a pu amener quand même à des fermetures d'entreprises. Hein. On parle quand même de choses assez lourdes. Ok. Et nous, donc, au sein de nous, du pôle transition énergétique, en effet, on accompagne les entreprises de Crédit Agricole. On est 11 personnes maintenant au niveau de Bretagne pour faire cet accompagnement-là. Justement, pour gérer cette maîtrise, plus que de performance énergétique, on va parler de maîtrise des charges énergétiques, hein. Maîtriser un petit peu ce risque. Ça passe un peu par 3 piliers. Comprendre ce qu'il y a dans un contrat de fourniture d'énergie. Connaître ses consommations. Et là, on va parler comptage. Mise en place de moyens de comptage, de mesure, c'est un petit peu une pierre angulaire, un peu dans une stratégie de maîtrise de ces charges. Mettre en place des moyens de comptage pour savoir identifier où sont les leviers d'action derrière, quelles sont les pistes à investiguer pour améliorer sa performance énergétique, pour identifier aussi caractériser des dérives de consommation. Ce sont aussi des choses je pense notamment des fuites d'eau ou des appareils qui dérivent dans le temps. Donc, c'est mettre en place des indicateurs du coup, de suivi pour pouvoir caractériser ces dérives de consommation. Et puis, dernier point, et le plus intéressant à mon sens, c'est aussi amener du management de l'énergie, c'est-à-dire responsabiliser des personnes au sein de l'entreprise, les responsables de process, sur des indicateurs de performance énergétique, c'est-à-dire échanger avec eux sur la performance de leur ligne de process au regard de leur consommation d'énergie et travailler avec eux, les rendre acteurs un petit peu de l'amélioration un petit peu de leur process, de leur périmètre d'action. Et là, on crée une dynamique assez intéressante au sein d'une entreprise où on rend tout le monde un peu acteur et on rentre comme ça dans un cercle vertueux où chacun est un peu responsable de la performance globale de l'entreprise. Et concrètement, Thomas, en fait, toi, tu vas aider à mettre en place des KPI dans l'entreprise. Enfin, parce que je vois de quoi tu veux parler, mais concrètement, ou alors est-ce que tu diriges vers des entreprises qui vont, par exemple, aider à faire du comptage? Comment ça se passe concrètement? Eh ben, moi, j'ai rencontré les entreprises sur leur site d'exploitation et on va en fait, en effet, discuter de tous ces aspects. Donc, déjà, le contrat de performance énergétique, on va aller sur le site, voir leur activité, discuter déjà des consommations dont on a l'information, c'est-à-dire le compteur et le comptage au niveau du fournisseur d'électricité. Enedis donne beaucoup d'informations sur les consommations électriques, mais aussi chez GRDF, on peut avoir accès à ces consommations. Seulement, là, on est au niveau du bâtiment, du site, de la globalité du site d'exploitation. Donc, il est intéressant de descendre, en fait, dans une maille en deçà, dans du sous-comptage, pour pouvoir commencer à discuter sur des indicateurs, à travailler sur des indicateurs intéressants de performance énergétique. Par exemple, ramener une consommation de gaz, si je prends l'exemple de crêperie que j'ai pas mal accompagné, au nombre de crêpes ou de galettes produites. Comme ça, on voit bien l'impact de l'activité sur nos consommations. Et c'est là qu'on s'aperçoit, par exemple, je prends un exemple très concret, que le calotage des manèges à crêpes peut représenter 50% des consommations des gaz. Donc on voit Ok. bien que tout de suite, on va travailler avec le responsable maintenance sur comment réduire ce temps de consommation, ce temps de calotage. Voilà, c'est mettre en place un petit peu des indicateurs qui vont permettre de piloter après derrière des actions d'amélioration de la performance énergétique. Et pour terminer, quand même, le troisième pilier, évidemment, c'est la production, Mm. d'énergie par des capteurs solaires principalement. Là aussi, on accompagne pour définir avec l'entrepreneur un petit peu le temps d'amortissement de ces installations, qui sont parfois longs. C'est pour ça que ce n'est pas les actions qu'on priorise, parce qu'on est sur à peu près 15 ans d'amortissement sur le remboursement des capteurs solaires, alors que quand on travaille sur du comptage et des actions derrière d'économie d'énergie ou de récupération de chaleur, on va être sur des temps de retour beaucoup plus courts, entre 5 et 10 ans. Ok. Donc on est là aussi un petit peu pour ouvrir le scope, en fait, des actions possibles pour un entrepreneur dans cette transition énergétique. Beaucoup arrivent avec l'idée justement de solarisation. C'est bien, il faut, mais c'est pas le seul.
et il y en a parfois qui sont plus performants en termes de retour sur investissement, en termes d'argent investi. Ouais, donc tu donnes les éléments d'aide à la décision aux dirigeants et qui n'est pas forcément que Exact. du solaire. Voilà. Ok. Et il y a un autre frein qu'on veut lever aussi, c'est on sait que le marché de l'énergie est aussi un marché un peu d'opportunité pour beaucoup d'entreprises. Il y a une défiance chez nos entrepreneurs sur les entreprises, les prestataires auxquels ils peuvent faire appel. On est là aussi un petit peu pour conseiller, orienter vers des entreprises dont on sait qu'elles sont qualifiées pour faire des travaux, qu'elles apportent toutes les garanties suffisantes aussi auprès de nos clients pour pouvoir après être assuré un service après-vente s'il y a besoin et tout ça. Il y a tous ces verrous, voilà, qu'on essaye ce travail un peu de pédagogie qu'on fait en amont, on ouvre un peu les horizons, le scope, et ce travail un petit peu aussi de confiance qu'on va amener pour lever Ok. tous les freins au passage à l'action. Et justement, en parlant de frein, en matière de réglementation, les obligations pour les entreprises se cumulent. Donc, Thomas, comment vous accompagnez justement dans cet empilement de textes? Parce que bon, un chef d'entreprise n'a pas toujours le nez dans les textes qui sortent, en fait, et il y en a beaucoup. Donc, est-ce que vous aidez aussi dans cette veille Ouais, réglementaire qui est quand même parfois fastidieuse à mener, surtout quand tu es dans une PME ou une TPE? c'est vrai. C'est en effet, quand on est gérant d'une PME, une TPE, on n'a pas il est difficile d'avoir des ressources internes pour assurer cette veille, hein. On est happé par tous les sujets et on n'a pas le temps, voilà, de cette analyse. Et surtout que le corpus réglementaire s'étoffe quand même d'année en année, hein. La loi Ok. sur la transition énergétique et croissance verte, on a la loi sur le climat résilience, l'accélération de la performance de la production des énergies renouvelables, loi mobilité, enfin, il y a tout un paquet, avec des échéances d'application parfois déjà effectives ou parfois à moyen terme, hein, à horizon 2028-2030, par exemple, pour le décret tertiaire 2030. Donc, on est là, en effet, pour balayer avec chaque entrepreneur les réglementations auxquelles ils sont soumis, hein, Ouais, ok. Y voir et, un peu plus clair. et y voir un peu voilà, plus clair et avoir cette perspective, cette projection dans quels sont les investissements qu'il aura à mener dans les 5-10 années à venir, en fait. Ok. Déjà, rien que pour le fait d'être dans les clous réglementaires et après aller au-delà, c'est le but aussi de travailler à sa transition. Oui. Ok, alors avant de nous pencher sur le management de l'énergie, parce que tu nous en as parlé tout à l'heure via la data, un sujet qui est très intéressant, je voudrais qu'on évoque rapidement les innovations en matière de production d'énergie à faible impact, car parce que les entreprises cherchent à décarboner leurs installations et à atteindre une résilience énergétique. Alors, Éric Leledy, vous êtes chef d'agence énergétique, efficacité énergétique à GRDF Centre-Ouest, comme je le disais tout à l'heure. Au-delà des sujets liés à la méthanisation, GRDF travaille également sur la pyrogazéfication, la gazéfication hydrothermale. Vous développez aussi le concept d'hybridation des systèmes dans les entreprises. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Absolument, bonjour à tous, merci Lénaïque pour l'invitation. Je vais m'appuyer sur une présentation que je vais partager immédiatement avec un peu de succès, j'espère. Oui, ça a l'air de Parfait. fonctionner. Ok, Oui, ça super. fonctionne. Très bien, oui, merci. Donc en effet, les sujets abordés aujourd'hui tournent autour de la décarbo, de la sobriété, de l'efficacité, des coûts d'énergie. J'entendais parler à l'instant des nouvelles réglementations. Et comme vous le dites, Lénaïque, effectivement, nous, on travaille sur des sujets de fond comme le verdissement de nos réseaux avec des gaz verts. J'entendais à l'instant parler de pyrogazéfication, je vais revenir dessus, de méthanisation. Et puis on a une courbe de vitesse qui est plus immédiate pour répondre à nos clients sur ces sujets-là. Et je propose de répondre avec une solution technique qui s'appelle l'hybridation. Aujourd'hui, effectivement, vous connaissez très très bien le procédé qui consiste à chauffer de l'eau pour faire du chauffage et de l'eau chaude sanitaire avec une chaudière qui est alimentée, on le voit ici, hein, alimentée avec notre réseau de gaz, principalement le gaz naturel. Et on voit qu'effectivement, on a du gaz vert qui est connecté. J'ai fait exprès de ne pas mettre deux traits jaunes, mais un seul trait jaune qui se rejoint, parce que le gaz vert aujourd'hui qui est produit principalement par la méthanisation, c'est-à-dire les déchets agricoles, ce sont des dômes verts que vous voyez hein, parfois sur les autoroutes, effectivement, produisent du gaz vert et on l'injecte dans nos réseaux avec une ambition qui est dictée par la réglementation, c'est-à-dire la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie,
nous demande de faire 20% de gaz vert en 2030. Il faut savoir qu'en Bretagne, on va aller plus vite que ça, parce que les projections nous conduisent à dire qu'on aura à peu près 25% de gaz vert en 2030. Il y a déjà 90 méthaniseurs en Bretagne. Sur les 700 en France, vous voyez qu'il y a à peu près 20 régions en France. Si on divisait 700 par 20, on serait plutôt à 35 par région. La Bretagne va très vite, parce qu'il y a déjà 90 méthaniseurs qui produisent environ 1 TWh de gaz vert qu'on injecte directement dans nos réseaux. Cet équivalent, ce TWh pourra représenter à peu près 200 000 logements récents sur les 12 TWh de gaz vert disponibles dans les réseaux à l'échelle nationale. Donc on voit que la Bretagne va très très vite et l'ambition, j'entendais parler tout à l'heure d'échéance à 2050, l'ambition 2050, c'est bien de faire 100% de gaz vert dans nos réseaux. Alors on va y aller avec des procédés, celui qui va le plus vite aujourd'hui, c'est la méthanisation, en effet, principalement un modèle agricole où on va mettre des intrants qui vont dégager du gaz. C'est un phénomène de bactéries qui vont créer du gaz, du biogaz qu'on va épurer et injecter dans nos réseaux. Et puis après, effectivement, d'autres procédés comme la pyrogasification, où on va craquer des molécules d'hydrogène et de gaz avec des déchets carbonés à haute pression et haute température, et la gazéification hydrothermale, mais je ne rentrerai pas dans les détails, qui représente un autre procédé. Ces différents procédés vont concourir à amener effectivement, et c'est l'ADEME qui nous le dit, à 100% de potentiel gaz vert en 2050. En attendant, ce gaz vert n'est pas valorisé dans la réglementation, dans la RE 2020, dans le DPE. Donc effectivement, c'est moins lisible pour le consommateur lambda, on va dire. Il faut qu'on ait, là on est plutôt sur une course de fond. En attendant, il faut qu'on gagne notre course de vitesse pour pouvoir répondre aux enjeux de réglementation que sont le DPE, le décret tertiaire, la RE 2020. Et on a développé un concept qui existait déjà, qui s'appelle l'hybridation, où on vient plugger un système ENR sur le système gaz actuel, qui devient l'énergie de base, principalement, vous le voyez au milieu, principalement fait avec des pompes à chaleur, qui viennent alimenter en base un système de stockage d'eau dans lequel on vient puiser de l'eau pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Et on vient faire un complément, c'est-à-dire l'appoint, avec le système qui est un peu plus carboné au gaz, et qui servira également de secours. Donc vous voyez, effectivement, on vient ajouter une énergie de base, et ça fonctionne très bien dans l'existant avec le décret tertiaire, où on le fait beaucoup avec les bailleurs sociaux aujourd'hui dans de la maison individuelle, sur leur parc ou sur leur parc HLM. Et ça, par exemple, c'est sur les coûts d'investissement, finalement, qui sont peut-être un peu moindres du coup. Eh bien, complètement, absolument, Lénaïque. Effectivement, on vient optimiser les coûts d'investissement. Alors, je vais le montrer juste là. On a deux systèmes, effectivement. Alors, c'est une très bonne remarque. On se dit, tiens, on n'avait qu'un système avant, on en met deux, en quoi c'est mieux? Déjà, en quoi c'est mieux? Parce qu'on vient décarboner avec l'usage principal l'énergie de base, mais effectivement, on vient rajouter un système, on pourra se dire c'est plus cher. Quand on regarde un petit peu une monotonne de chauffe, alors ce sont des mots barbares, mais simplement ce que je veux vous dire, c'est que quand il fait moins 5 degrés à l'extérieur, le bureau d'études, quand il mentionne une installation, il se dit, je vais mettre la puissance totale pour assurer 19 degrés dans les locaux quand il fait moins 5. Donc il dimensionne, par exemple, ici je prends un exemple à 240 kW, et on voit que ça arrive très peu de fois dans l'année. Très très peu de fois. Le ventre mou est plutôt aux alentours de 100 kW. Et quand on installe 30% de la puissance nécessaire pour faire pour couvrir les moins 5 degrés, on vient couvrir 84% des besoins. Donc on se dit que le système le moins carboné, qui est souvent le système le plus high-tech et le plus cher, eh bien, si on n'installe que 30% de sa puissance, on vient couvrir 84% des besoins. Le complément, il suffit de le faire avec notre bonne vieille chaudière gaz qui est low-tech, low-cost, et pourquoi pas le secours total, puisque le système n'est pas cher. Donc là, on a deux systèmes qui cohabitent et qui vont discuter entre eux. Le système le plus cher, qui apporte l'énergie la moins carbonée, on le sous-dimensionne et il va couvrir 80% des besoins, et on vient compléter avec un système moins cher, un peu plus carboné, mais l'ensemble permet de répondre à la réglementation. Alors comment tout ça discute? Eh bien tout simplement avec une régulation qui va regarder en permanence la performance des équipements, la performance de la chaudière et de la pompe à chaleur. Il faut savoir qu'une pompe à chaleur, quand il fait froid, son coefficient de performance se dégrade. Elle produit à peu près 3 fois plus d'énergie qu'une chaudière, enfin elle est 3 fois plus performante qu'une chaudière. Par contre, quand il fait froid, on perd un peu ce premium.
Et il faut savoir que le coût de l'électricité est à peu près 2,5 fois supérieur à celui du gaz. Donc à un moment donné, on a un point d'équilibre qui se fait et la régulation qui est embarquée dans le système hybride va dire c'est tel ou tel générateur qui va fonctionner. Donc là, on répond en fait à des problématiques on va dire, de DPE, liées au DPE, parce qu'on a travaillé sur la décarbonation et l'efficacité énergétique en énergie primaire. Le décret tertiaire, j'entendais tout à l'heure parler de décret tertiaire, il nous parle en énergie finale. Il faut faire 40% d'économie en 2030, il faut faire 50% d'économie en 2040 et 60% en 2050 sur les bâtiments tertiaires depuis le 1000 m². Ces systèmes-là qui seraient déjà équipés d'une chaudière à gaz, eh bien, l'idée, c'est de laisser la chaudière à gaz existante et de plugger une petite pompe à chaleur pour pouvoir répondre à cet enjeu. Sur la RE 2020 qui concerne les bâtiments neufs, la réponse fonctionne également et ça apporte une flexibilité au niveau de l'énergie. Flexibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le réseau électrique est un peu fragile, on peut avoir de l'effacement. On peut avoir également des fournisseurs d'énergie qui vous proposent des contrats avec de l'effacement. Et sur ces systèmes-là, on pourrait effacer une partie de la consommation électrique et basculer en gaz à un moment donné. Ça apporte également de la sécurité de fonctionnement, puisque si un système tombe en panne, l'autre est là. Et paradoxalement, d'avoir deux systèmes, c'est moins coûteux qu'un système unique qui apporterait une réponse ENR très puissante, comme la pompe à chaleur ou la chaudière à bois. Voilà, et puis ce qu'on dit, c'est notre course de fond, c'est ce que je disais tout à l'heure, Lénaïque, c'est qu'on est sur une course de fond qui nous conduit à 100% de gaz vert en 2050, mais qui aujourd'hui n'est pas valorisé dans les moteurs de calcul. Donc on est un peu moins visible vis-à-vis du consommateur, mais on ne construit pas des bâtiments pour 25 ans. En 2050, c'est dans 25 ans la neutralité carbone. Et nous, on fait le pari que tout client raccordé à un réseau gaz aujourd'hui, dans 25 ans, on aura 100% gaz vert et pourra rester sur un système très low-tech à l'échelle de son bâtiment, comme une chaudière, et pourra bénéficier de l'énergie verte. C'est pour ça que l'hybride, je voulais en parler absolument ce matin, parce que j'étais encore dans une école hier, une école privée, qui installe ce système pour pouvoir répondre à des enjeux énergétiques, d'économie et également de carbone. Cette solution hybride va très très bien fonctionner en fait. Ok. Merci beaucoup Eric. Et donc là, on parle toujours sur la production. Je vais passer la parole à Emmanuel Jean. Vous êtes directeur Enedis Lab Innovation, je vous ai présenté tout à l'heure, Smart Grid et Data. Alors côté Enedis, on voit émerger de plus en plus de boucles énergiques locales en fait sur le territoire national. Je pense même par exemple plus localement à l'Odia Communauté, très investie sur le sujet, qui cherche même à mutualiser la production d'énergie avec des entreprises du bassin loudéacien. Alors quel enjeu ces boucles locales représentent pour les entreprises et quelles actions cela vous a amené à promouvoir de votre côté, Enedis? Est-ce qu'Emmanuel Jean est avec nous? Eh ben non, il n'a pas l'air d'être là. Eh ben c'est pas grave, on va passer pas grave. Emmanuel était là tout à l'heure. Je peux dire quelques mots sur les boucles locales Ouais, d'énergie. Thomas. Ouais, je veux Parce bien. que Merci. Merci. c'est une solution qu'on promeut aussi beaucoup. C'est autorisé par le Code de l'énergie depuis 2021, c'est-à-dire qu'un producteur d'électricité renouvelable peut vendre de gré à gré à son voisin. Il y a une contrainte géographique de 2 km, 10 km ou 20 km selon où on se situe. Et donc ça permet finalement comme je parlais un petit peu de sécurisation tout à l'heure, ça permet d'aller chercher une fourniture d'énergie à un prix fixe et connu sur une durée qu'on peut définir avec son voisin. Et une énergie qui plus est verte et locale. Donc on est dans un cercle assez vertueux de circuit court de l'électricité qui peut être au bénéfice du producteur, parce que lui, il peut prendre plus cher que dans le cadre de son tarif de rachat qu'il a contractualisé avec EDF-OA, et le consommateur peut acheter moins cher que ce qu'il va trouver sur le marché auprès de son fournisseur historique. Okay. Et donc finalement, je crois, Thomas, que Pierre-Yves Chiarez nous a rejoint. Pierre-Yves, est-ce que c'est vous qui prenez la main Bonjour. Désolé Thomas, du coup, je te coupe. Est-ce que vous voulez prendre la main, Pierre-Yves, ou je vous prends un peu à chaud là? Prendre la main pour, c'est-à-dire Eh bien, j'avais une question à vous poser en fait sur les boucles énergiques locales en fait, et Emmanuel Jean devait intervenir ce matin et je crois que vous deviez le remplacer.
C'est moi qui remplace Emmanuel Jean. Tout à fait. D'accord, ok. Si vous voulez nous en dire un mot, en fait, pour voir quels enjeux ces boucles locales représentent pour les entreprises et puis quelles actions vous êtes amené à promouvoir justement pour les boucles énergétiques locales sur le territoire et puis surtout la mutualisation entre parfois collectivités territoriales et entreprises. D'accord. Alors, boucle énergétique locale, pour moi, c'est un terme qui n'est pas tout à fait celui que nous, on emploie en interne, Ok, parce qu'on préfère celui d'autoconsommation collective. ok. Et donc, ça revient au même, à savoir que sur un périmètre donné, vous avez une organisation qui se fait à travers souvent ce qu'on appelle, nous, la personne morale organisatrice, qui va gérer et de la production et de la consommation d'énergie. Et c'est le cas, ce qui se fait localement à l'UDEAC, où vous avez la collectivité qui va investir sur des panneaux photovoltaïques. De mémoire, je pense que c'est 300 kg de puissance, et qui va partager cette énergie, euh, soit avec ses propres bâtiments, donc là, ça s'appelle une opération patrimoniale, ou qui va le partager avec n'importe qui est d'accord pour consommer localement. Ok. Donc, ça peut être des particuliers, ça peut être des entreprises. Et donc, l'ensemble est géré par cette personne morale organisatrice. Et les personnes qui en font partie, les consommateurs qui en font partie, auront finalement deux producteurs d'énergie électrique, le producteur local et le producteur historique qu'ils ont pour compléter quand il n'y a pas de soleil. Donc ça, c'est l'autoconsommation collective, et il y a à peu près 500 opérations aujourd'hui en France et qui permettent de consommer localement, en quelque sorte, euh, parce que les panneaux sont localement situés à quelques Mhm. centaines de mètres du lieu de consommation. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis, c'était lancé il y a 2 ans, 3 ans. Mhm. Et pour nous, il y a un premier défi, c'est celui du raccordement. Il y a beaucoup de raccordements en ce moment, en particulier sur les énergies renouvelables. Et après, c'est surtout de la mise à disposition de données, puisque les consommations sont comptabilisées sur des pas de temps de 30 minutes. Donc, il faut qu'on puisse identifier et transmettre à la personne morale organisatrice toutes les données et de production et de consommation pour que chaque utilisateur de cette autoconsommation collective se voit attribuer les kilomètres qu'il a consommés, pas plus, pas moins, et que quand il n'y a pas de soleil, comme je disais tout à l'heure, il est toujours fourni, mais par son fournisseur historique qui est un peu plus éloigné. Ok. Et concrètement, une entreprise fait comment? Elle s'intéresse par exemple à l'autoconsommation collective. Elle fait comment concrètement pour avoir des infos? Elle vous appelle? Enfin, elle appelle. C'est quoi la procédure? C'est une question un peu basique, mais. Alors, il y a des installateurs qui aujourd'hui font la promotion de cette autoconsommation collective. Je pense que également, côté Crédit Agricole, il me semble qu'il y a aussi des personnes qui en font la promotion. Oui, Thomas, Euh, oui, était juste avant, enfin, pardon, s'exprimait juste avant vous, en fait, et effectivement, il est effectivement le pôle transition énergétique, oui. Voilà. Et pour moi, il y a plusieurs éléments à savoir. Il y a des éléments de cartographie qui Mhm. existent sur l'Open Data Enedis qui permettent de savoir si la puissance que vous souhaitez installer, c'est quelque chose qui va être simple de raccorder ou pas. Si vous installez 300 kg comme à l'UDEAC, c'est pas évident qu'on puisse raccorder dans les 3 mois qui viennent. Si c'est une Mm. installation de 30 kg ou 50 kg, généralement, il y a moins de problèmes de renforcement. Mais voilà, il faut d'abord s'assurer que la puissance existe sur le réseau. Et Mm. puis après, je pense que nous, ce qu'on conseille, c'est de regarder, et je pense que Thomas doit le faire, c'est regarder les consommations des différentes personnes qui veulent faire partie de l'opération. Et quand on fait la somme de consommation de l'ensemble des acteurs, euh, si mettons la totalité fait 1000 kW en pointe, ben, on peut installer une installation d'assez forte puissance. Si la totalité, s'il n'y a que du résidentiel et que la totalité, la somme fait 20 kW, ça ne sert à rien d'installer une installation de 200 kW. Le but est vraiment de consommer localement et de valoriser localement le kilowattheure. Ouais, Le ok. kilowattheure peut toujours être acheté sur le réseau par EDF obligation d'achat, mais là, les tarifs diminuent. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de consommer localement et la personne morale organisatrice fait le prix qu'elle veut auprès des personnes adhérentes. Ok. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé à l'UDEAC, Thomas, ou si c'était la municipalité qui s'était
Interco, que ouais. démarchait le seul, l'Interco, oui. Oui, alors c'est vrai que pour le DEAC, je n'ai pas l'historique de comment ça s'était passé. Mais en effet, nous, on est, comme je le disais, on est très promoteur de ces solutions-là et on est un peu à la croisée des chemins parce que d'un côté, on connaît tous les installateurs, les producteurs, du moins qu'on a financés, et d'un autre, on rencontre aussi des consommateurs qui ont des besoins et qui cherchent du coup à se fournir, soit pour des questions RSE, d'électricité verte, pour répondre à leurs engagements RSE, soit pour questions de maîtrise des charges. Et donc, on fait en effet ce travail de cartographie pour essayer de faire rencontrer les gens autour de ces projets. Oui. Et ça, l'autre avantage, pour terminer, c'est que aussi ça permet d'améliorer donc la rentabilité des installations solaires, là où on voit que le tarif de rachat d'EDF baisse quand même continuellement, qui coûte cher aussi aux finances publiques, ce soutien à filière PV. Et donc, c'est un moyen aussi d'alléger ces charges aussi pour l'État. Donc, ça coche quand même beaucoup de cases, beaucoup d'intérêts, ce système qui est assez vertueux. Oui, les naïcs, pardon, là, c'est Morgan là, d'Enedis, Oui, si je peux. Morgan. Ouais, Bonjour. bonjour à tous. Bonjour, Morgan Meras. Juste peut-être pour compléter, oui, je suis adjoint au directeur, là, Enedis, au niveau des Voilà. Côtes d'Armor. Merci. Ce qui est important, là, peut-être pour les gens là, qui découvrent ce qu'on appelle chez nous l'ACC, l'autoconsommation collective, et je crois qu'il y a un interlocuteur qui l'a dit, c'est qu'il y a quand même une distance, parce qu'à la base, c'était de promouvoir la consommation d'énergie locale. Donc, il y a quand même une distance maximale à respecter entre les deux sites les plus éloignés de l'opération. Donc, à minima, il y a deux sites dans une opération d'ACC. Il y a au moins un producteur et au moins un consommateur. Après, il peut y en avoir beaucoup plus. Et la distance maximale, elle est de 2 km. Alors, Ok. il est possible d'aller au-delà. Après, c'est sur dérogation accordée par le ministre. Et on peut aller donc jusqu'à 10 km dans ce qu'on appelle le périurbain. Donc, il y a une classification de chaque collectivité. Et on peut aller jusqu'à 20 km en zone rurale. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit se développer en Bretagne. On en a à peu près une quarantaine aujourd'hui. Les prix de marché, là, récemment, de l'électricité baissent. Donc, en termes de rentabilité des projets, ça fait aussi se questionner les porteurs de projets aujourd'hui. Nous, on a soit des collectivités ou autres, elles se posent aussi des questions. Donc, quand les prix de marché baissent, ça remet peut-être un peu parfois en question le modèle. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on voit émerger. Et juste peut-être un élément de contexte. C'est vrai qu'aujourd'hui, la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, donc aujourd'hui, on est à peu près à 1600 TWh au niveau de toute l'énergie consommée en France. Le projet à 2050, c'est de baisser cette énergie de 40%. Donc là, je parle de toute énergie, élec, gaz, fossile, etc. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la part d'électricité, elle, va sensiblement augmenter. Donc, on va moins consommer au total, mais la part de l'électricité, aujourd'hui, elle est à 25% et elle va monter à 55% dans 25 ans, donc en 2050. Donc, c'est vrai que tout ce qui est production locale d'énergie, c'est quelque chose qui va avoir un réel essor. Et nous, on le voit côté Enedis, puisqu'on raccorde quasiment 5 gigawatts d'énergie tous les ans au réseau. Donc 5 gigawatts, ça ne parle pas peut-être à beaucoup, mais c'est tout simplement énorme. Il y a quelques années, on raccordait moins d'1 gigawatt. Donc on est sur des rythmes de x5 depuis quelques temps et ça va durer jusqu'en 2050. Ok. Voilà la précision que je voulais apporter. Merci Morgan pour la précision apportée. Merci beaucoup. Et maintenant, je voudrais, on a parlé production, on va maintenant se focaliser sur la sobriété. Et pour cela, je vais demander à Arnaud Legrand donc, de prendre la parole parce que vous êtes fondateur, dirigeant d'Energency, donc une entreprise basée à Rennes. Et vous proposez un logiciel sur mesure adapté aux besoins du secteur industriel de l'usine au siège. Et donc, pour identifier des gisements d'économie, d'énergie et limiter les émissions de CO2, alors pourriez-vous nous expliquer un peu comment ça marche assez concrètement et puis nous donner des exemples d'entreprises avec lesquelles vous avez pu collaborer avec votre logiciel? Oui, merci Lénaïque. Donc pour présenter Energency en 2 mots, on a effectivement une société technologique qui développe un logiciel d'analyse de données pour l'industrie uniquement. Une trentaine de personnes, 150 clients dans le monde, dans 25 pays. Voilà, on a 12 ans d'existence.
Donc, le principe d'Energency, en fait, c'est d'identifier des nouveaux gisements d'économie d'énergie grâce à l'analyse de données. Mhm. Non seulement on les identifie, mais en plus on les concrétise avec nos clients, hein. Les cas d'usage, ça va jusqu'à 20-25% d'économie dès la première année. Et surtout, le point important, c'est qu'on fait ça avec un retour sur investissement de moins d'un an. Donc ça va parler, je pense, effectivement à Thomas et aux banques. Notre approche, en fait, c'est de prendre les données existantes dans les usines. Il y a beaucoup de données aujourd'hui qui dorment. La majorité des données qu'on utilise, ce sont les données d'activité, de production. Mhm. Par exemple, le nombre de briques de lait qui sont fabriquées dans l'usine, de la matière première au produit fini, de machine en machine, d'atelier en atelier. Et ces données-là, on va pouvoir les confronter aux données de comptage qui sont maintenant effectivement, comme l'ont expliqué rapidement Enedis et GRDF, Et j'avais- des données accessibles pour tout le monde. Aujourd'hui, tous ces compteurs à l'entrée des sites industriels sont connectés. C'est On est toujours- Gaspard et Linky, en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça, Ok. Gaspard Linky. Alors ça, c'est plutôt chez les particuliers. Chez les gros Ok. industriels et les petits, c'est un petit peu différent, mais c'est le même principe. Ok. L'idée, c'est qu'on peut en fait croiser les données facilement. Elles sont accessibles, à la fois les données de production, parce que les industriels savent les produits qu'ils fabriquent, à qui ils les envoient, et l'énergie, donc, puisque c'est la base de la facturation, on a besoin de savoir. Donc aujourd'hui, on n'est plus sur des relèves 2 fois par an, mais sur du quasi temps réel, hein. Quand on parle de Linky ou équivalent dans l'industrie, c'est toutes les 10 minutes. Le gaz, c'est par exemple 1 fois par jour ou mieux. Donc, on a vraiment changé d'échelle. On est beaucoup plus temps réel. Et donc, ça, c'est un formidable gisement de valeur. Donc, prendre ces données brutes, les croiser entre elles. On a développé, nous, des algorithmes depuis plus de 10 ans avec des laboratoires de recherche comme l'INRIA, par exemple, pour Mhm. interpréter ces données. Et derrière, dans notre produit logiciel, on va préconiser des actions d'économie d'énergie en temps réel. Ok. Donc, nous, notre approche, hein, c'est de dire, voilà, effectivement, il y a un contexte réglementaire, l'ISO 50001, les certificats d'économie d'énergie. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont soit contraignantes, soit des opportunités pour les entreprises. Nous, notre outil il va permettre justement d'accélérer, de bonifier tout ça, qu'on soit dirigeant de PME, d'ETI ou de grands groupes. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'avec l'expérience, hein, ces technologies d'analyse, d'intelligence artificielle, elles sont disponibles sur l'étagère, même pour les plus petits. Nous, on a, comme je disais, pas mal de clients de tout secteur, agroalimentaire, chimie, papier, automobile. Les plus petits qu'on a en Bretagne, par exemple, c'est Enaf, le pâté à Pouldrezy, qui est client depuis 10 ans. Ouais. On travaille avec Exail, avec le groupe Beneteau. On a toutes les usines du groupe Beneteau dans la Plaisance, avec toutes les usines Mhm. Naval Group en France aussi. Voilà, des entreprises de charcuterie aussi qui sont beaucoup plus petites. Et on arrive toujours à délivrer, grâce à cet outil qui est en mode SaaS, donc qui est facile à adopter, facile à paramétrer, ces économies. Donc on va orchestrer toutes les opportunités d'économie d'énergie. Donc un Mhm. peu comme l'approche présentée par Crédit Agricole, sauf qu'on le fait surtout pour l'industrie, dans les ateliers de production. Donc une approche un peu plus, on va dire, spécialisée et avec des résultats assez rapides. Ok. Et du coup, vous travaillez en étroite collaboration sans doute aussi avec Pierre-Yves Pérez, donc sur le Data Lab, en fait, si j'ai bien cerné. Je ne sais pas si Pierre-Yves, vous voulez ajouter quelque chose, justement. Oui, effectivement, on a fait un test, un POC, depuis 1 an et demi avec Energency. On s'adresse à peu près à une dizaine de clients qui représentent Ok. une centaine de points de comptage. Alors, je pense que c'est essentiellement sur l'Ouest. J'ai un doute, Arnaud, mais je pense que c'était sur l'Ouest. Et là, on va regarder l'appétence des clients à avoir des informations sur les volumes consommés. Je pense que jusqu'à il y a 2 ans et la hausse très très forte du prix de l'énergie électrique suite à la guerre en Ukraine, donc ça c'était au mois d'août-septembre 2022. Avant, c'était surtout pour baisser la facture, on pouvait plus facilement changer de fournisseur. Mhm. Arrivé la guerre en Ukraine, les tarifs ont été élevés pour tous les fournisseurs. Donc, le seul levier pour baisser le prix total annuel, ça a été de jouer sur le volume. Et donc là, nous, on s'est retrouvé du côté Enedis à une très forte demande de données. Les données, on les a de façon très très fine ou plus ou moins sur un jour, un mois, et on peut descendre au pas de 5 minutes pour les clients industriels ou 30 minutes pour les clients particuliers. Face à cette masse de données, les clients essayent de s'y retrouver, essayent d'analyser. Et c'est là où on a fait donc avec Energency ce test pour regarder, au-delà de la donnée brute que nous on fournit, comment on peut donner un premier niveau d'information
avec de la donnée transformée pour que le client puisse se rendre compte, oui, c'est cohérent ou pas ma consommation. On regarde, je sais pas, tous les lundis, parce que le lundi, l'usine redémarre et donc le profil va être différent du mardi. Mhm. Sur des bâtiments scolaires, ça va être par exemple les vacances ou les périodes scolaires. Si on consomme pendant les vacances, Ouais. bah, il y a un gros souci. Les bureaux, on avait vu ça aussi avec d'autres partenaires pendant le Covid. Il y avait des bureaux qui continuaient à consommer en mars-avril 2020, alors qu'il n'y avait plus personne dans les bureaux. Donc voilà, c'est des leviers de performance pour les entreprises à partir de la donnée. Et nous, on est chargé vis-à-vis des fournisseurs de transmettre les données, vis-à-vis des clients de transmettre les données, un peu brutes, on doit l'avouer, donc on essaye de s'améliorer. Et après, donc, il y a des partenaires qui peuvent apporter le conseil et une lecture avisée, une lecture critique des volumes consommés. Donc voilà, Ok. je crois que c'est avec Energetic. Et justement, Arnaud, en termes d'exemples, en fait, est-ce que vous pourriez nous citer des exemples d'économies générées grâce au logiciel, enfin, très concrètement, en fait, qu'est-ce que ça peut, Ouais. en gain financier aussi, parce que c'est des charges en moins aussi, hein, au-delà Mm. effectivement, de l'empreinte carbone, mais. Ouais, bien sûr. Alors, ben, on a évidemment plein de cas d'usage différents, plein d'histoires à raconter autour Ouais. des économies générées par nos clients. Nous, ce qu'on appelle déjà l'énergie, c'est avec un grand E. Donc, il y a l'eau, l'électricité et le gaz en entrée, mais il y a aussi tout ce qui est transformé dans les usines, hein. Avec du gaz, on fait par exemple de la vapeur, de l'eau chaude sanitaire. Avec de l'électricité, on va faire de l'air comprimé. Tout ça, ça peut peser de 5 à 30, 40% des charges d'une entreprise. Alors, ça dépend des secteurs. Par exemple, dans l'acier, la chimie, le papier, c'est très, très énergie intensif. Ça l'est moins dans l'agroalimentaire, par exemple, dans l'Ouest. Mais avec l'augmentation des prix, ça l'est de plus en plus. Donc, en fait, chaque action, aussi petite soit-elle, Mm. elle a de plus en plus d'impact. Alors, nous, déjà, dans l'approche, hein, on a les grands usages de l'énergie. Donc, par exemple, sur l'air comprimé, chez nos clients, en moyenne, on fait gagner 10 à 15% de consommation. Alors, on va suivre, en fait, par exemple, c'est un peu technique, mais le débit d'air comprimé qui est produit dans la chaufferie de l'usine. Et on Mhm. va regarder comment il est consommé par les ateliers. Donc, on va suivre, pour faire simple, un kilowattheure par tonne de produits fabriqués. Donc, ça, Ok. c'est un indicateur assez simple, mais qui justement rapproche énergie et production. Et on va observer en fait une certaine variabilité. C'est-à-dire que les industriels, sur cet indicateur qui a le mérite d'être universel, parce que les industriels utilisent tous de l'air comprimé dans leur process, hein, quasiment, on va Mm. observer par exemple qu'ils vont consommer une fois, ou 5 fois, ou 10 fois le minimum utile. Donc quand on prend un peu d'historique, et on peut le faire effectivement avec les outils Enedis ou GRDF, remonter un petit peu dans le temps, et puis les industriels ont ces données-là en base pour leur prod, on va observer cette variabilité. Donc nous, on va proposer en fait à l'industriel de revenir dans la situation où il consommait 1 au lieu de 5. Et Ok. comme on a l'historique, on va lui dire, bah, regardez, pour le même produit fabriqué, hein, une brique de lait ou Mhm. voilà, un autre produit manufacturé, vous avez déjà fait 1. Et donc, voilà les conditions de production, les réglages machines que vous aviez. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas de la rocket science, comme on dit en anglais, hein, c'est pas hyper compliqué à comprendre. On copie-colle les meilleures situations observées et on les présente aux industriels en leur disant, est-ce que vous voulez le saisir, ça? Et en euros, ça vous fait gagner plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros à chaque fois que vous agissez. Donc, nous, on Ok. pousse des bonnes idées et évidemment, on a des réflexes assez simples, hein. Éteindre les machines quand on ne produit plus, ne Ouais. pas démarrer tous les ateliers en même temps, surtout s'ils fonctionnent en cascade, quand le premier atelier va servir le second, etc., etc. Donc, Mhm. nous, souvent, on challenge les réflexes. Et comme notre approche, elle est d'abord sans investissement, on ne va pas commencer par préconiser de refaire intégralement l'usine à neuf. On va plutôt prendre l'existant, optimiser chacun des postes optimisables rapidement pour aller déjà chercher ces 5, 10, 15, 20 premiers pourcents. Et ça, on y arrive chez tous les industriels avec qui on se lance. Parce qu'on a 10 ans d'expérience, parce qu'on a vu des tas de situations et qu'aujourd'hui, on a une bibliothèque d'actions Ouais. De d'économie recul. d'énergie qu'on sait aussi adapter d'une usine à l'autre. Et aujourd'hui, ce savoir-faire, on sait le pousser très, très vite. Et ce qu'on observe, et c'est là où on est super content, c'est de voir un energy manager d'un groupe qui a plusieurs usines, qui va justement démarrer avec nous et pouvoir orchestrer les bonnes idées, toutes ces idées-là, qui sont parfois hyper techniques, hein, mettre un variateur de vitesse sur un compresseur, voilà, calorifugir des équipements. Enfin, des fois, il y a un peu d'investissement aussi, hein, tout n'est pas Mm. forcément aussi technique, voilà. Et il va pouvoir orchestrer toutes ces bonnes idées, les copier-coller d'un site à un autre. Et c'est comme ça qu'on accélère la transition. Je rappelle quand même que 2050, c'est effectivement un horizon un peu loin, mais beaucoup d'industriels et de grandes entreprises, et petites aussi plus courageuses, ont annoncé qu'elles seraient neutres en carbone, en tout cas net zéro,
en 2030. 2030, c'est dans 5 ans. Donc, quand on pilote 30, 50, 100 usines, il faut aller vraiment très, très vite. Et donc, dans la caisse à outils de décarbonation, des outils d'analyse de données qui font tout de suite 10-15% avec un retour sur investissement de moins d'1 an, qui en plus sont Ouais. finançables par du certificat d'économie d'énergie. Mmh. Voilà, c'est une super opportunité et ça permet Mmh. vraiment d'être concret dans cette transition. Mmh. Merci beaucoup Arnaud. Je vois le temps passer. Guillaume Cogny, vous êtes chef d'agence marketing stratégique et data chez GRDF Centre-Ouest. Alors vous, au niveau de data, justement, qu'est-ce que vous proposez aux entreprises pour optimiser leur consommation de gaz au niveau data? Alors au niveau data, on a déjà des services assez standards de livraison de données hein, que peuvent avoir aussi Enedis ou GRT. Donc nous, on a ces services-là et on a effectivement aussi des espaces clients qui permettent aux clients directement d'accéder aux données quotidiennes. Ou des API. Après, dernièrement, on a été amené à réfléchir vraiment à une manière un peu plus poussée d'accompagner nos clients sur notamment le fait de faire des économies d'énergie. Bon, notamment avec ce qui s'est passé en Ukraine, on a été confronté voilà, des clients qui étaient vraiment dans des problématiques, on va dire des gestions de crise. Hein, c'est un terme qui est venu tout à l'heure. Donc, nous, en tant que distributeur d'énergie, on est venu finalement se questionner sur la manière dont on pouvait accompagner nos clients à mieux consommer leur énergie. Et on s'est posé la question donc sur notre écosystème de données. Finalement, nous, on a des données quotidiennes, effectivement, sur beaucoup de clients désormais. Alors, des données un peu plus fines sur certains clients industriels. Mais on a environ 18 milliards de données donc, quotidiennes qui nous permettent éventuellement d'aller réfléchir un petit peu plus loin à mener des actions d'économie assez significatives pour certains de nos clients qui ont beaucoup de bâtiments en gestion. Donc, on a développé un outil qu'on appelle l'outil bilan de sobriété énergétique qui va venir nous permettre d'accompagner nos clients donc, sur l'ensemble de leur patrimoine. Donc là, on parle des fois de clients qui ont 200, 300, 400 sites en gestion, des conseils régionaux, voilà, notamment des clients tertiaires publics, voire des clients tertiaires privés. On va venir les accompagner à réaliser des économies sur les périodes d'inoccupation des bâtiments. Donc, c'est quelque chose qui a été mentionné précédemment. Oui. Mais comme on dit, donc l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas finalement. Donc, nous, en tant que distributeur, on est venu vraiment accompagner nos clients sur cette dimension, on va dire, de réponse assez immédiate à un besoin de facture, en fait. À moindre coût. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir aiguiller finalement nos clients sur l'ensemble de son patrimoine à prioriser finalement les actions là elles pouvaient être les plus intéressantes à faire. Donc concrètement, comment ça fonctionne? On a travaillé sur nos données clients. Hein. On a un certain nombre de clients. GRDF, on a environ 11 millions de clients. On a certains clients voilà, qui possèdent beaucoup de sites. Et l'idée, c'était de les équiper, on va dire, de les aiguiller sur des économies réalisables et assez substantielles. Donc, quand on a 400 sites, parfois, quand on est, par exemple, un conseil régional, on a 400 lycées en gestion, on a du mal à savoir comment prioriser l'action et où aller gagner finalement l'énergie le plus rapidement possible. Et l'idée, c'était de venir finalement quantifier des potentiels d'économies réalisables sur chacun des sites. Donc l'idée, c'était de venir comparer des périodes d'inoccupation, donc des consommations pendant des week-ends ou pendant des vacances scolaires, voire pendant d'autres jours de la semaine comme des mercredis, avec des périodes de référence. Et par rapport à cette typologie de consommation, de déterminer s'il y avait eu un abaissement finalement pendant ces périodes d'inoccupation par rapport aux périodes de référence. Et derrière, nous, ça nous a permis finalement de, site par site, de venir catégoriser, voilà, s'il y avait une MDE qui était faite, donc un abaissement qui était fait pendant le week-end, pendant les vacances, éventuellement pendant les deux, et d'identifier les sites où il ne se passait absolument rien. Donc, on a fait finalement cette approche-là sur un certain nombre de clients tests hein, avec des gros patrimoines. Donc, ça pouvait être des collectivités territoriales, ça pouvait être des conseils régionaux, des conseils départementaux. Et derrière, donc, on est venu dresser des bilans en vue de venir accompagner ces clients-là en rendez-vous. Hein. Donc, on a des responsables de compte qui vont accompagner ces clients à mieux consommer, voilà, qui vont aussi éventuellement parler solutions techniques comme l'hybridation pour aller plus loin dans la baisse de consommation. Et derrière, donc, on était en mesure de finalement de pouvoir dresser un bilan global, donc pour prioriser les actions, et derrière plus concrètement, d'aller regarder site à site
ce qui pouvait se passer donc derrière le compteur, hein, finalement. Est-ce qu'il y avait des abaissements qui étaient faits pendant les week-ends? Est-ce qu'il y avait des abaissements qui étaient faits pendant les vacances scolaires, etc. Donc l'idée, c'est, alors je vous montre quelques visualisations, hein, mais derrière, il y a un outil qui est adossé à ça. C'est de pouvoir voilà, avoir un bilan global, de pouvoir assez rapidement, donc là on le voit au niveau de la taille des bulles et des couleurs, donc identifier les sites qui ne font aucune maîtrise de l'énergie, donc aucun abaissement pendant les week-ends ou les vacances scolaires, avec une taille de bulle qui est déterminée par un volume de consommation. Donc assez rapidement, on voit où on a finalement une possibilité d'agir vite et d'économiser beaucoup d'énergie et donc beaucoup d'argent. Et derrière, donc, on vient sur un patrimoine global quantifier ce potentiel d'économie réalisable. Donc là, on est sur un patrimoine assez conséquent, mais on voit déjà que notre client réalise finalement 14 gigawattheures d'économie sur sa période de chauffe pendant une année. Et nous, on estime GRDF, donc on a posé aussi des hypothèses pour aller plus loin. Hein. Finalement, il y a ce que fait déjà le client, et puis il y a ce que nous, on juge voilà, comme faisable par rapport à des clients vertueux qu'on a pu voir. Nous, on estime par exemple que sur un week-end, un client voilà, avec un bâti, on va dire, assez intéressant pourrait abaisser voilà, son énergie de 80% par rapport à une période de référence. Donc, c'est les 2 jours avant, 2 jours après. Voilà, on a posé des hypothèses pour aller vraiment au maximum de l'économie réalisable. Et on se rend compte que, par exemple, sur un patrimoine donné, ici, on pourrait aller jusqu'à 33 gigawattheures d'économie sur une année. Donc, ce qui représente vraiment des gains substantiels pour un portefeuille donné. Et après, l'idée, c'est de flécher vraiment l'action sur les bâtiments les plus intéressants. Donc là, on est plutôt sur un bâtiment assez vertueux parce qu'on voit qu'il réalise déjà des abaissements pendant les week-ends et les vacances scolaires. Et derrière, de pouvoir aller adresser finalement ceux où on identifie assez fréquemment d'ailleurs des bâtiments où il ne se passe absolument rien. Donc après, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les clients qu'on a pu accompagner, il y a toujours des bons élèves, donc des cas à reproduire, voilà, des programmations, des régulations qui sont déjà en place. Et après, voilà, forcément, il y a toujours des gisements et des économies à réaliser sur des sites qui ne font absolument rien. Quoi. Donc ça, c'est une démarche aujourd'hui qu'on porte vraiment principalement sur l'enseignement, sur les bureaux. Voilà, donc on commence à se positionner. Pas que dans le secteur public, du coup, vous êtes aussi auprès des entreprises privées? Tout à fait. Alors, on est auprès des, par exemple, sur l'enseignement, on est auprès des UDOGEC, UROGEC aussi. On va accompagner tout ce qui est enseignement privé. Après, on accompagne voilà, des clients privés qui ont beaucoup de bureaux, notamment voilà, avec les questions de télétravail, éventuellement d'aller flécher aussi des économies sur des vendredis pour aller plus loin. Voilà, donc 3 jours d'affilée. Donc voilà, c'est des solutions finalement que nous on met en place avec des bilans aujourd'hui qui sont qu'on livre gratuitement à nos clients. On les accompagne à mieux consommer pour réduire leur consommation et aussi répondre un petit peu à leurs enjeux d'urgence, on va dire, de règlement de facture. Merci beaucoup Guillaume, merci pour ces précisions. Et maintenant, je voudrais, je vois que le temps avance, donc on va peut-être déborder de 5 minutes, mais avec un sujet passionnant, je vous le promets, puisque on va poursuivre sur la sobriété et l'efficacité énergétique. Et on va maintenant aborder l'eau, parce qu'on voulait aborder l'eau avec mes collègues du village, parce que c'est pas systématiquement considéré comme une énergie, et pourtant, on a voulu en parler ce matin parce qu'elle est une ressource indispensable pour la plupart des entreprises et dans la filière énergétique notamment, dans la génération d'électricité, pour refroidir les centrales, dans l'extraction des énergies fossiles, pour le raffinage du pétrole et dans l'agriculture. Une gestion durable de cette eau est nécessaire alors même que le stress hydrique de la planète est déjà accentué par les effets du réchauffement climatique. Et donc, on a pu le voir au travers notamment du cas Nestlé, là, il y a 15 jours, qui s'est vu infliger une amende de 2 millions d'euros à la suite de 2 enquêtes sur ces eaux minérales vosgiennes. Et ce dont on est sûr, c'est que le coût du traitement de l'eau va augmenter et qu'il est nécessaire d'anticiper ce phénomène. On l'a vu par exemple, si on prend l'exemple de l'agglomération de Saint-Brieuc, en novembre 2023, il y a une hausse du prix de l'eau potable qui a été votée avec une inflation de plus de 70% pour les grands consommateurs, à savoir les entreprises. Donc Dominique Rowe, on t'a invité donc à cette table ronde. Tu es dirigeant d'Aqualise, une entreprise installée à Ploufragan en Côte-d'Armor. Et avec ton cofondateur, vous avez mis en place un process vertueux car largement décarboné et économique pour le traitement et la réutilisation des eaux usées industrielles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Dominique? Oui, je vais rapidement vous présenter Aqualise. Je ne vais pas faire dans le détail technique parce que ce serait un peu rébarbatif, mais en termes clairs, toutes les technologies aujourd'hui pour traiter l'eau à partir d'une eau usée pour la rendre réutilisable et donc consommable existent, notamment en France où les leaders mondiaux sont français.
Ça fait largement appel à tout type de technologie, notamment des technologies physico-chimiques bien connues. Nous, Aqualise, lorsque nous nous sommes établis, il y a déjà 8 ans maintenant, nous avions considéré que le coût de traitement pour les entreprises PME et ETI était souvent hors de portée parce que le physico-chimique fait appel à beaucoup de maçonnerie, etc. Ce sont des gros volumes. Donc aujourd'hui, on a mis en place un système électrochimique où on n'a que 2 intrants qui sont l'électricité et le fer, les métaux. C'est pas toujours du fer. Voilà. Donc l'hydrosuffisance dans notre pays, c'est notre constat de base, n'existe plus et le coût de l'eau, comme tu l'as dit, Dénaïque, va grimper fortement, très très fortement même. Et la certitude de tension hydrique de plus en plus fréquente provoquera des restrictions de consommation, puis des coupures et des interdictions pures et simples de captage d'eau. Ce n'est pas de la science-fiction, ça existe déjà. Et tout à l'heure, tous les interlocuteurs, tous aussi intéressants les uns que les autres, parlaient d'économie. C'est très très bien, il faut le faire. C'est évident que tout ce qu'on peut éviter de consommer, on n'a pas à le retraiter après, y compris pour l'eau. Cependant, lorsque vous avez une augmentation d'électricité pharaonique, etc., terrible, ça ne remet pas l'existence même de l'entreprise, si les coûts sont exorbitants, si, mais de manière générale, on peut baisser le chauffage de 2 degrés, on peut éviter de faire fonctionner une machine à son plein régime, etc. On arrive à s'en sortir. Lorsqu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus du tout d'activité. Qui plus est, aujourd'hui, la vraie question stratégique, le vrai challenge de toutes les entreprises face à la certitude de cette restriction d'eau, de cette ressource vitale, et sa disponibilité au moindre coût, et surtout avec l'intégration du coût exponentiel d'un arrêt d'activité lié au manque d'eau, et cet arrêt d'activité n'est pas assurable. Nous nous sommes entretenus avec beaucoup d'assureurs au plus haut niveau, et il n'y a pas de produit pour assurer la restriction d'eau. Donc c'est quelque chose de fondamental. Ouais. Donc l'eau en France n'est pas une ressource rare sur le 2/3 du territoire, mais tout le territoire est sujet à pénurie et le coût du traitement, comme tu l'as dit, sera très difficilement répercutable sur les consommateurs. Pour garantir le niveau de performance économique des entreprises, donc nous, on a une solution de transition énergétique puisqu'il s'agit de traiter au moindre coût les eaux usées et nous y arrivons, et cela de façon totalement décarbonée, alors quasi décarbonée, pour autant que toute l'électricité en France est décarbonée, elle le sera dans quelques années. Donc nous nous adressons dans toutes les entreprises de toute taille, mais particulièrement les PME et les ETI. Ça ne nous empêche pas de travailler avec ArcelorMittal, ça ne nous empêche pas de travailler avec des grands groupes de luxe tels que Kering, comment dirais-je, LVMH. Nous travaillons aussi avec des PME. Nous avons installé 3 machines qui fonctionnent et nous sommes en train d'en installer pour en 2025 environ 7. Peut-être 10, nous verrons. Donc voilà. Nous réduisons l'empreinte carbone par rapport à un procédé physico-chimique classique qui fonctionne, je tiens à le dire, c'est pas du dénigrement, de 60 à 70%. Voilà tout ce que je pouvais dire sur Aqualise, qui est créateur non pas de la technologie qui existe depuis 1909, c'est une technologie extrêmement solide, mais qui est pas partie, qui n'est pas sortie beaucoup des labos pour la bonne et simple raison, c'est que l'électricité, lorsque ça a été découvert, était une énergie peu abondante et fort chère, et aujourd'hui, malgré tout ce qu'on dit sur son augmentation, ça reste une énergie abondante, disponible et assez peu chère. Et les secteurs d'activité, en fait, Dominique, c'est, on a parlé un petit peu, mais blanchisserie, tannerie, agroalimentaire? Oui, alors, la technologie s'adapte absolument à tout type d'effluents complexes, mais nous, on a dû choisir nos combats et on fait beaucoup les blanchisseries, oui, mais pas seulement, les traiteurs de métaux, beaucoup, puisque ce sont des faibles volumes, mais avec des concentrations de pollution extrêmes. Nous faisons les tanneries pour certains d'entre eux, les mégisseries, l'industrie agroalimentaire, on est particulièrement bien placé pour ça.
Voilà, ce qu'on peut encore dire, la papeterie, les textiles, notamment pour abattre tous les colorants, etc. Et donc, nous, notre but, tout à l'heure, il y a un premier interlocuteur, monsieur le Lévy, a parlé d'hybridation. Nous aussi, on pratique beaucoup d'hybridation parce que lorsque nous avons basse 100 à abattre, l'électrochimie, l'électrocoagulation, qui est une partie de l'électrochimie, permet d'abattre 80-85% de la pollution et les 15% restants, l'énergie que l'on consomme est fois 2, 3 supérieure aux 85 premiers pourcents. Donc on termine par de l'hybridation, soit de l'ozonation, soit du charbon actif parfois, soit de la séparation membranaire, etc. Donc là, on hybride nos deux systèmes. Mais pour alléger à moindre coût, parce que c'est beaucoup, beaucoup moins cher que le physico-chimique, et c'est surtout, on en garde la maîtrise. Parce que souvent, lorsque l'on va dans les entreprises, les PME, enfin même certaines ETI, nous avons vu fréquemment une perte de maîtrise totale des dosages des produits chimiques à mettre dans les effluents pour les traiter. Et si vous voulez, nous, on est parti du constat, c'est ce qui a figuré de la constitution d'Aqualis, rajouter des produits chimiques à ça nous semblait tout à fait pas du tout vertueux. Quoi. Voilà. On n'a que deux intrants, nous. Hein. Les métaux, alors c'est un peu plus complexe. Ça, c'est même une technologie assez complexe, mais lorsqu'elle est mise en place, elle est extrêmement robuste et surtout très, très simple à utiliser. C'est, je dis toujours ça, c'est comme un programme de machine à laver. C'est très simple. Est-ce qu'il y a une taille minimum d'entreprises qui peuvent bénéficier de cette solution, Dominique, ou est-ce que tu t'adresses à toute entreprise? Je l'ai dit tout à l'heure, je m'adresse à tout type d'entreprise de la société de taille mondiale, puisqu'on nous demande d'aller faire des choses à Singapour, etc., enfin des choses comme ça au Japon, etc. Voilà, mais on aimerait plutôt commencer à travailler en France, à être un petit peu plus solide en France avant d'aller à l'export. Mais bien sûr, toute taille, il n'y a pas de limite. Partout où il y a une pollution à abattre, nous sommes là. Voilà. Okay. Et alors, je termine quand même sur le plan économique. Non seulement comment dirais-je, on permet de juguler un danger vital pour toutes les entreprises de tout type, mais surtout, nous réutilisons l'eau entre 80 et 95% selon les industries. Et ça, c'est quelque chose qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas assurable et on ne peut pas aussi le quantifier. C'est la sécurité hydrique est extrême. On l'a vu en 2022, ouais, c'est clair. Oui, on a produit la catastrophe en 2022 et certains industriels de nos clients ont dû cesser leur activité pendant 2 à 3 jours. Ça a été très peu, mais c'est une réalité. Nous ne sommes pas en science-fiction, c'est pas pour demain, c'est aujourd'hui. Donc, l'impératif de retraiter ces eaux pour les réutiliser lorsque cela est possible. Voilà. Alors, il y a certains obstacles réglementaires qui viennent de sauter et comment dirais-je, et il y en a d'autres à venir. Et je pense qu'on y va, notamment dans la ligne du plan eau 2030 initié par le président de la République fin mars 2023. OK. Merci beaucoup Dominique. Je vois il est 10h04. Pour clôturer cette conférence et avant de vous remercier pour votre présence à toutes et à tous, Thomas, est-ce que tu aurais quelques conseils en partant à donner aux entreprises qui souhaitent concrètement agir pour piloter leur consommation énergétique et maîtriser leurs coûts? Est-ce que tu as pour le petit mot de la fin? Ton micro est coupé par contre, alors on ne va pas entendre tes bons conseils. Pardon, Merci. Excusez-moi. Comme mot de la fin, voilà. Moi, j'ai mis l'accent sur le comptage. Je pense que je vous disais, c'est une pierre angulaire un peu dans une stratégie d'amélioration de sa performance énergétique. Il y a beaucoup de richesses dans les données de production ou de consommation qu'on peut recueillir. Et ça peut permettre d'établir une stratégie claire et pluriannuelle sur ce point. Comme mot de la fin. Merci beaucoup Thomas. Merci à toutes et à tous pour votre participation.
À ceux et celles qui sont inscrites au Business Connect qui suit justement cette conférence, je vais vous inviter à vous connecter à vos rendez-vous avec les startups qui proposent des solutions en matière de sobriété et d'efficacité énergétique, puisque au Village Baïséa, on a quelques startups qui peuvent vous aider en ce sens. Donc, comme convenu dans un planning qui vous a été adressé ce matin vers 8h06, vous avez dû avoir un mail qui vous rappelle vos différents. Donc, à celles et ceux qui se sont inscrits pour les rendez-vous Business Connect, pensez à bien fermer votre Teams pour que Matchmaking, l'appli de rendez-vous, fonctionne. Et puis, suivez les instructions reçues dans votre mail récap de rendez-vous pour lancer vos sessions. Sinon, eh bien pour les autres, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, j'espère que toutes ces interventions vous ont aidé. S'il y a quelques questions, on peut encore les prendre. Donc, n'hésitez pas à lever la main et prendre la parole si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Je vais attendre un petit peu, histoire que c'est souvent la première question la plus difficile. Mais peut-être qu'il n'y a pas de questions. On attend un petit peu. On dirait qu'il n'y a pas de questions. Ah si, on a une question. Virginie, je vous en prie, allez-y. Bonjour, merci Bonjour, pour cette Virginie. présentation et ces éléments de contexte. J'avais une question notamment pour Monsieur Leludi. J'aurais voulu savoir si vous aviez des outils de stockage d'énergie, où est-ce que vous en étiez en fait sur ce sujet-là par rapport à vos activités. Si vous parlez de stockage d'énergie gaz? Gaz et électricité. Électricité, en fait, effectivement, on va stocker le gaz, on le stocke dans des stockages souterrains, comme vous le savez, pour sécuriser le fonctionnement en hiver. Donc, on a des stockages souterrains très importants en France. Et aujourd'hui, ce qu'on explique, c'est que l'excédent d'électricité fabriqué d'une manière ENR, on arrive à le recombiner en créant de l'électrolyse inverse. On fabrique de l'hydrogène avec cette électricité inverse qui peut venir notamment de panneaux photovoltaïques. On a un démonstrateur en Vendée qui le permet. Et on le recombine avec du CO2 qui vient d'unités de méthanisation, avec du CO2 biogénique qui est capté, ou d'industriel, sur lequel on aurait un réacteur qui permettrait de séparer le CO2 dans les fumées. En recombinant le CO2 et l'hydrogène fabriqué avec l'excédent d'électricité, on peut fabriquer du méthane de synthèse. Et ça, en fait, c'est une façon de stocker, quelque part, finalement, de l'électricité dans le réseau gaz. C'est un peu complexe comme ça, il aurait fallu que j'ai un peu plus de temps pour vous l'expliquer, mais je peux prendre du temps, si vous voulez, en asynchrone, si vous le souhaitez, pour pouvoir vous parler de tout ça, ça sera avec plaisir. Avec plaisir. Ok, écoutez, n'hésitez pas, je ne sais pas si les coordonnées sont communiquées à l'issue. Oui, bien sûr, je peux les communiquer sans problème. Virginie, je vous invite à me laisser votre email à ce moment-là dans la conversation. Comme ça, je vais vous adresser tout ça. Très bien, merci beaucoup. Merci. Jean-Philippe Le Goff, qui est le directeur du pôle transition énergétique Bretagne, tu avais une question. Oui, une question et une remarque aussi, Lédéric. Une remarque. On en a parlé beaucoup sur les sujets d'innovation, le sujet de la mixité. Et quand je regardais la table ronde, je me suis fait la remarque qu'il y a aussi peut-être un sujet de mixité sur l'énergie à travailler. Je vais poser la question qui s'adresse un peu à tout le monde, parce qu'on voit que les ressources, en fait, en matière de solutions pour faire tout le travail d'analyse et de travail sur un plan d'action et ensuite sur la partie investissement, ça existe. C'est quoi les freins, les difficultés majeures que vous rencontrez chez les clients que vous accompagnez pour se lancer dans ces démarches-là? Je vais répondre si vous voulez. C'est sur le financement. Le financement des solutions. Alors aujourd'hui, les agences de l'eau finançaient à entre 30 jusqu'à 50, 60% des CAPEX. Et ça a été remis un petit peu en cause, notamment en Bretagne. Et là, la bonne nouvelle vient que dans le nouveau plan 2025-2030, ces aides sont un petit peu sanctuarisées. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Dans le cadre de restrictions budgétaires inévitables. C'est qu'un sujet budgétaire ou derrière, c'est un sujet de formation, de connaissances? Pour nous, c'est essentiellement budgétaire. Ok. Côté Enedis, moi j'ai envie de dire la connaissance qui fait défaut parce qu'on n'a pas eu l'habitude d'analyser, de regarder où passaient les consommations. Et on voit une facture en euros.
Et derrière, c'est quand même quelque chose d'assez flou. Donc, toute la démarche de comptage, toute la démarche de montrer où passe l'énergie, c'est quelque chose vraiment qui est essentiel. Et finalement, je trouve que c'est peut-être un peu dur, hein, mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'industriels ou même de tertiaires qui s'intéressent dans le détail du volume des consommations. On l'a vu, hein, avec l'augmentation du prix de l'énergie, et ça dure depuis 2 ans. C'est l'effet prix qui a fait baisser à peu près de 7% la consommation d'énergie électrique en France. Et ce n'est pas une démarche MDE, c'est d'abord une démarche euro. Donc, il faut passer maintenant à la démarche de connaissance. J'abonde dans ce que vous dites. En effet, je pense que dans beaucoup d'industries, il n'y a aucun, très peu qui s'intéressent en effet au volume consommé, mais surtout à la charge énergétique. Et c'est vrai que c'est un changement un peu de logiciel, mais que la crise énergétique a quand même initié. Et ça me permet de vous de donner aussi une information. On accueille les formations pro RFEI au sein de nos caisses régionales. Alors le mois prochain à Saint-Brieuc, il reste des places. La formation pro RFEI, c'est une formation financée par l'ADEME, quasi à 80% pour les PME, TPE, qui forment des ressources au sein d'une entreprise à être référent énergie. À être référent énergie, donc à connaître justement tout le jargon de l'énergie et à savoir comment mettre en place des indicateurs de performance énergétique. Donc là, le mois prochain à Saint-Brieuc et au mois de décembre à Vannes. Là, c'est complet, mais pour Saint-Brieuc, il reste des places le mois prochain. Ouais, merci. Et certainement d'autres sessions l'an prochain sur Brest. Merci Thomas. Et j'ai mis les coordonnées de Thomas, de Dominique et de Guillaume Cognier, et puis je vais ajouter aussi en commentaire si besoin, si vous avez besoin d'échanger plus précisément après cette conférence. Y a-t-il une autre question? Eh bien, il me semble que c'est bon. Je pense que, en tout cas, merci beaucoup parce que c'était très intéressant. Et écoutez, pour ceux qui ont continué, qui ont des rendez-vous Business Connect, je vous invite à couper Teams et à vous brancher sur l'outil. Pour les autres, je vous souhaite une très bonne fin de journée ensoleillée. Merci. À vous. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci.